Ben, bonsoir, bonsoir à tous. Alors Bonsoir, attendez, nous bonsoir. voilà. Salut Geoffrey. Ça va? Troisième fois qu'on se retrouve là, ça commence à être une habitude. Petit rendez-vous du jeudi soir, ouais. Exactement, exactement. Bonsoir à tous, on espère que vous allez bien. On se retrouve pour le troisième rendez-vous de Discutons écologie. Avec un live un petit peu particulier ce soir, on voulait tester des trucs. Bah, comme on commence, on veut essayer, on veut innover. Donc ça va être un live où on va parler crypto-monnaie. Donc ouais, c'est pas ton domaine de spécialité, mais c'est bien aussi parce que ça va nous permettre d'avoir quelqu'un d'extérieur à cet écosystème qui va pouvoir nous poser des questions sans avoir la connaissance de la technologie qui est derrière. Et puis surtout, tu es on le sait maintenant, hein, un écologiste convaincu et convaincant, mais je sais qu'au tout début, tu avais beaucoup de mal avec la blockchain et tu étais plutôt contre ça, en tout cas vu de l'extérieur. Donc c'est bien de pouvoir nuancer aussi les paroles dans ce milieu-là. Yes, bah, je suis pas encore convaincu à 100%, Il y a encore parce du que, boulot. parce que comme tu disais, moi je comprends pas encore à 100% la technologie, je me suis pas penché. Ouais. Donc c'est pour ça que là, ce live, je m'intéresse d'apprendre justement toutes ces choses, Ok. puis de voir l'écosystème qui se met en place, quoi. Bah écoute, on va voir ça et on va voir aujourd'hui. Alors, Geoffrey m'a prévenu que avec les chaleurs hein, qui sont un petit peu partout en France, tu avais eu pas mal de boulot. Donc c'est pour ça qu'on a décidé d'innover un petit peu. Aujourd'hui, ça va être un live où on va essayer de faire participer un maximum la communauté. Donc la communauté et l'équipe aussi, hein, s'ils veulent parler, on les voit là en sous-main qui font coucou. Euh, donc, n'hésitez pas à venir prendre la parole et puis on va essayer de débattre un petit peu. On va faire un passage en revue de toutes les initiatives écologiques qui existent dans le monde de la crypto. Est-ce que c'est du pur greenwashing? Est-ce que derrière il y a un vrai fondement? Est-ce qu'il y a un réel impact? C'est des choses dont on discutera ce soir. Trop cool. Eh ben super. Bon, je vous propose tout de suite d'attaquer. Hop. Alors, voilà, nous y sommes. Donc, comme je vous le disais, ce soir, alors, il y a certains projets qui ont déjà fortement communiqué sur le fait qu'ils essayaient de verdir leur image, ou en tout cas qu'ils avaient pris des initiatives, que ce soit du rachat d'empreintes carbone, que ce soit du financement de financement d'associations ou de choses ayant un impact positif sur l'environnement. Et celles que j'ai retrouvées principalement, c'était Polygon, Elrond et Polkadot, qui avaient déjà entrepris des choses. Il y a Cosmos aussi qui lançait un Canary qui devait être. Donc un Canary, c'est un testnet, donc une blockchain test qui devait normalement être un petit peu moins énergivore et qui s'appelle Sagan. Mais on va voir ensemble tout ça ce soir. Alors, commençons peu et commençons bien. Le sommaire, ça va aller très vite, hein, des hauts, mais surtout des débats. C'est ce qu'on veut ce soir. Donc, essayer de faire participer un maximum de monde. Et on va faire un passage en revue des différents projets qu'on a pu voir et qui ont un impact positif. Alors, je voulais commencer par le Peercoin. Le Peercoin, je ne sais pas si vous le connaissez. Si je ne me trompe pas, elle est née en 2013. Donc, c'est une crypto qui a déjà connu deux bull runs au moins. Donc voilà. Si je me trompe pas, c'est même elle qui a lancé les débuts de la proof of stake. Alors, est-ce que tu sais ce que c'est que la proof of J'allais stake? te poser la question, je veux bien une explication. Tu m'as déjà fait l'explication deux, trois fois Ouais. dans notre vie, mais je veux bien la revoir, ouais. Alors, le saut dans le grand bain. Donc, en fait, la proof of stake, c'est un dérivé de la proof of work. Proof of work, c'est la preuve de travail. En gros, sur Bitcoin, pour valider des transactions, on va demander à des ordinateurs de résoudre des calculs. Ces calculs, pour résoudre ces calculs, ça demande aux ordinateurs de l'énergie, logique. Il faut qu'ils puissent tourner. Plus il y a d'utilisation du réseau, plus les calculs vont être difficiles. Et plus il y a de mineurs, plus les calculs vont être difficiles. Et c'est seulement l'ordinateur, la machine qui arrive à résoudre cette équation qui se voit rémunéré en Bitcoin pour avoir traité la transaction. Donc ça, c'est la proof of work. C'est le niveau zéro de la blockchain, si tu veux. Et il y a eu des évolutions suite à Et ça. alors, quel est l'intérêt, du coup, de ça? Alors l'intérêt de ça, c'est justement de pouvoir s'affranchir d'un tiers de confiance pour Ok. valider les transactions. Demain, je vais te donner 10 euros.
Donc, je vais te donner 10 euros. Si le billet est physique, super, il est physique. Tu vois que je me desserre du billet et toi, tu en prends l'acquisition. C'est assez facile à ce niveau-là. Par contre, aujourd'hui, la plupart des transactions sont faites de manière numérique. Et dans ce cadre-là, qui va prouver que je ne fais pas une double transaction? C'est-à-dire que je te donne 10 euros, mais qu'en même temps, au même instant, ces mêmes 10 euros, je les donne à quelqu'un d'autre. Ça me permettrait de dupliquer de l'argent. Justement, ce système va te permettre de t'affranchir du tiers de confiance qui est, dans le cadre de ces transactions-là, la banque ou le système SWIFT, c'est le système de paiement international. Et Bitcoin, justement, la révolution de cette technologie, c'est alors déjà, on est décentralisé. C'est pas un tiers qui risque d'être hacké qui détient l'intégralité des données et des transactions. Mais d'ailleurs, une série, je sais pas si tu l'avais vu, Mister Robot, Non. une série de geeks où c'était le but, en fait, ce qu'ils voulaient, c'était détruire la banque, la Ouais. multinationale qui détenait toutes les dettes de toute la population, et en faisant tomber ça, ils faisaient s'écrouler tout le château de cartes. Bah, là, on s'affranchit de ce risque-là. Parce qu'en fait, c'est tous les validateurs du réseau qui auront une partie enfin, qui auront Ok. l'intégralité de la blockchain. Chaque C'est- nœud détient l'intégralité de la blockchain de Bitcoin. Ok. Oui, ça veut dire qu'à chaque fois, on peut revérifier à volonté chaque opération. Le premier Bitcoin qui a été émis, si on voulait, hein, alors ce serait fastidieux, mais on pourrait suivre tous les endroits, tous les. Génial. Alors le premier Bitcoin qui a été émis, je pense qu'il est dans un wallet bien au chaud au nom de Satoshi Nakamoto, il n'aura pas bougé. Mais par contre, imaginons un Bitcoin qui a été émis dans les premières années, on pourrait suivre depuis son émission, depuis qu'il a été créé, jusqu'à aujourd'hui, l'intégralité des porte-monnaies dans lesquelles il a circulé. Ok. Et toutes les sous-fractions de Bitcoin aussi. Et du coup, ce qu'il consomme, pour schématiser, c'est comme si on écrivait tout sur un livre. Ce Bitcoin qui a déjà fait 1 million de transactions, les 1 million sont sur livre et doivent être repassés à chaque fois, enfin, enregistrés à chaque Alors, fois, et ça non, s'accumule. justement, c'est très bien en fait que tu emploies cette image de grand livre, parce que Bitcoin, c'est ni plus ni moins qu'un grand livre de compte qui récapitule toutes les transactions. Alors effectivement, toutes les transactions sont consultables, c'est-à-dire que moi, si je veux avoir un nœud ou même un wallet totalement décentralisé, je suis obligé de télécharger l'intégralité de la Ah, blockchain et de la stocker quelque part. Donc effectivement, ça peut être lourd. Bien qu'aujourd'hui, il y a d'autres technologies, notamment Mina pour les initiés, qui essayent de s'affranchir de cette problématique. Euh, mais hormis le fait de devoir stocker ça, non, tu n'es pas obligé de retracer ok, l'intégralité des transactions. Toutes les transactions qui vont être faites dans un temps donné vont être mises dans un bloc. Un bloc est émis, alors sur Bitcoin, je suis plus sûr hein, des délais d'émission. Si la communauté est par là et veut m'aider, je prendrai avec grand plaisir l'info. Mais je crois qu'il y a un bloc qui est mis toutes les 8 ou toutes les 8 minutes, quelque chose comme ça. Et donc, à chaque bloc, ce bloc vient s'ajouter à la chaîne de blocs précédente. Et bah, chaque bloc miné, ça fait ok, une nouvelle perle sur la chaîne, d'où le nom de blockchain, une ok, chaîne de blocs, tout simplement. ok. Et bah là, on va s'affranchir justement de cet aspect proof of work pour partir sur ce qu'on appelle la preuve d'enjeu, la proof of stake. Alors, je vais simplifier les choses à l'extrême, hein, mais en quelque sorte, c'est une preuve de confiance. C'est-à-dire qu'il y a des validateurs qui vont être là pour valider ces fameuses transactions. Toi, en tant qu'utilisateur, tu auras des jetons. Ces jetons, tu vas les bloquer, les stacker dans le jargon. Tu vas aller les stacker auprès de ce validateur, sur ce nœud. Ce nœud est censé valider les transactions. Si toutefois il essayait de faire une transaction frauduleuse, il faut savoir qu'il en résulterait la perte de l'intégralité des jetons du validateur déjà, mais également de toutes les personnes qui sont venues stacker sur le validateur. Donc en fait, il n'y a aucun intérêt à venir essayer de faire une transaction frauduleuse parce que le jeu en vaut pas la chandelle, tout simplement. Ok. Et à ce niveau-là, comme ça demande beaucoup moins de puissance de calcul, on a normalement normalement, on a une consommation énergétique qui est bien moindre que sur une crypto-monnaie en proof of work. Et Mais, ouais. pardon, je te coupe, mais du coup, si quelqu'un s'en fiche de perdre sa monnaie, il peut punir tout le monde, du coup. Il peut punir les gens qui lui auront fait confiance sur son nœud. Ok, Et son nœud sera coupé du réseau.
OK, Voilà. Et à un moment donné, les autres nœuds vont vérifier et voir l'incohérence. Et très vite, on va reconstituer la blockchain sur la base des informations véridiques. d'accord. Et dans ce cadre-là, une fois qu'on a identifié le nœud qui est émetteur de la transaction frauduleuse, et ben ce nœud, on va lui faire perdre l'intégralité des jetons bloqués sur lui, toute sa OK, valeur, et donc il n'y a pas d'intérêt. OK, C'est comme quand on disait faire une attaque à 51% sur Bitcoin. Enfin, attaquer Bitcoin, par exemple, ça n'a pas d'intérêt. Parce que la personne qui a du Bitcoin, si demain il se met à attaquer Bitcoin pour pouvoir. Il faut savoir que si tu détiens plus de 51% des nœuds du réseau, parce que comme je te le disais tout à l'heure, c'est décentralisé, on n'a pas un tiers de confiance, mais on a des nœuds un petit peu partout. Si quelqu'un voulait obtenir plus de 51% de la puissance de calcul et des nœuds, bah, il pourrait le faire dans l'absolu. Ce serait possible. Et même, il y a des mineurs qui se sont mis ensemble, qui ont fait ce qu'on appelle des pools de minage, des piscines où tous les mineurs se mettent ensemble pour avoir plus de chances de valider des transactions. La récompense est partagée, mais on a beaucoup plus de chances d'être plusieurs. Et ben, s'ils voulaient faire ce genre de choses, Bitcoin perdrait automatiquement sa valeur, puisqu'il n'y aurait plus de confiance. Donc il n'aurait aucune raison d'aller hacker quelque chose, si ce n'est bah, pour le fait de l'avoir fait, puisque aussitôt qu'il l'aurait fait, tout le monde perdrait confiance en OK, Bitcoin. Et pour revenir au tout à l'heure, il me semble que c'est la première qui a mis en place la proof of stake, ou en tout cas qui a un embryon de proof of stake. Arrêtez-moi dans la communauté si je raconte des bêtises, mais parmi les recherches que j'ai faites, c'est la première qui en parle. Donc voilà, à l'époque, il y avait une petite dizaine de cryptos quand j'ai commencé dans la crypto-monnaie. Tu avais bien sûr Bitcoin, Ethereum n'existait même pas encore, il valait quelques euros, alors qu'aujourd'hui on en est à 4 ou 5 000 dollars. Et il y avait Litecoin également. Si je me trompe pas, il y avait déjà le Doge. Et dans la liste de ces premiers jetons, il y avait le Peercoin qui se voulait être une crypto-monnaie green. Malheureusement, j'ai été voir le cours, donc elle revit un petit peu à chaque bull run, mais très vite le cours s'effondre. J'ai pas été analyser le fondamental qu'il y a derrière, mais voilà, une crypto-monnaie, la première, à mon sens, qui a voulu inscrire l'aspect écologique dans la blockchain. Voilà. On va faire un tour. Alors, je vois déjà que Michael, si tu veux venir prendre la parole, n'hésite pas. Mais il nous dit le temps moyen est à peu près celui-là, mais ça dépend grandement de la congestion du réseau. D'ailleurs, pour la Proof of Work, elle ne date pas de la blockchain Bitcoin, mais elle a été théorisée dans les années 90. D'ailleurs, excusez-moi, le premier vrai applicatif de l'exploitant, c'est Hashcash. C'est un système anti-spam et déni de service à la fin des années 90 et au début des années 2000. Effectivement, ça c'est quelque chose qu'on m'avait dit, mais je ne savais pas l'expliquer. Mais apparemment, Bitcoin enfin en tout cas la blockchain est issue d'un anti-spam. OK. C'est rigolo, c'est rigolo. Ouais, Michael, si t'en sais plus et que tu veux venir discuter avec nous et prendre la parole, n'hésite pas à monter et prendre la parole. Plaisir, hein. Vous m'entendez? Ah bah salut, bienvenue. Donc on vous Yes, présente salut. Michael Koutakou, qui est membre de l'équipe, qui a toutes les casquettes un petit peu, hein, celui de jury à l'IRA, la casquette de développeur, la casquette de communicant aussi. Enfin voilà, c'est un couteau suisse de l'équipe Terra BioDAO. Oui, mais ouais, de toute façon, chez Tarabian, on est tous un peu des couteaux suisses, hein, On n'a pas le choix, de ouais, toute c'est ça. manière. Mais effectivement, je rebondissais, sur ça, qu'effectivement le temps, de production d'un bloc, côté, Bitcoin, il est assez variant, hein, mais il est autour de 10 minutes, mais il peut très vite monter à une demi heure, en fonction, de la congestion du réseau, s'il y a énormément de transactions. Et, OK, heu et pour la proof of work, effectivement, c'est, très souvent par, on va dire par facilité. On associe la proof of work à Bitcoin, en fait, comme étant, un petit peu, la genèse, hein, du proof of work, alors qu'elle a été, théorisée, elle a été co-théorisée par exemple c'est par une femme d'ailleurs, énormément, d'Harvard, énormément de femmes, hein, d'ailleurs sont à l'origine, ça on le sait jamais trop, sont à l'origine en fait de beaucoup, beaucoup de choses.
à ce niveau-là. Et donc la proof of work a été théorisée, ouais, dans les années 90, et c'est Hashcash, qui a été un des premiers applicatifs, réellement à exploiter, cette proof of work. Et Hashcash, c'est ni plus ni moins qu'à la base qu'un système anti-spam et déni de service, tout Et bêtement. toi qui est un technicien, est-ce que tu saurais nous expliquer un petit peu quelle était la manière d'utiliser la blockchain pour éviter les spams? Est-ce qu'on venait... C'était pas de la on- blockchain, hein, c'était pas de la non. blockchain, justement. C'est Ok, vraiment c'est pour ça que même d'ailleurs la proof of work a été créée avant, le principe de blockchain, hein. d'accord, d'accord. C'est Bon, ben, vraiment, voilà, donc c'est histoire de démystifier un petit peu ce côté où, la genèse en fait du proof of work est liée à la genèse de la blockchain, et notamment Bitcoin. La proof of work existait, bien avant, la blockchain, et Bitcoin a été, bah, un deuxième, on va dire, applicatif, de la proof of work. d'accord. Ok, ok. Et donc c'était une manière d'horodater... Non, ah bah non, juste de valider les... Enfin, de quelle Donc, manière, en fait, bah, en tu fait, saurais nous... ça réutilise à peu près le même principe, hein. C'est que, il fallait que le client, en fait, fournisse une preuve de travail, donc fasse un petit calcul de son côté, avant que ne soit réellement, émis, par exemple, le mail. Ce qui permettait, en fait, tout bêtement, bah, pour un bot de spam, que ce soit, entre guillemets, «beaucoup trop coûteux et long» pour lui, bah, de spammer, parce qu'à chaque fois, il faudrait systématiquement, bah, faire cet effort de travail, en fait, et de Donc calcul, l'énergie qui dépensée, serait, ouais, ouais. voilà, ce qui serait trop coûteux et trop long, pour un bot, de spam. Ok, ok, ok. Eh ben merci, je m'endormirai moins bête ce soir. Je l'avais entendu, mais jamais j'aurais pu l'expliquer. Alors Donc par c'est contre, top. précision, je suis très loin d'être expert, je pense qu'il y a beaucoup plus d'experts que moi, et sur la proof of work, et sur Hashcash, et sur Bitcoin. Voilà, je tiens à le Mais préciser. on trouvera toujours beaucoup plus experts, mais c'est vrai que... Est-ce que l'explication t'a semblé claire, Geoffrey? Ouais, ouais, c'est intéressant de voir comme quand quelque chose émerge, on se rend compte souvent que des années avant, les technologies sont là, mais que le contexte n'est pas tout à fait là encore pour que ça explose vraiment, mais ça commence à émerger un petit peu, puis d'un coup, paf, on sait pas pourquoi, ça prend, il y a le contexte, il y a le truc, Et puis on et ça trouve la s'accélère, bonne quoi. idée qui va bien, quoi, Ouais, la bonne utilisation de la chose. Bah, c'est intéressant, ouais. ça a été le cas avec Internet, hein. Au Ouais, début, c'était ARPANET même. Moi, si je dis pas encore une fois des bêtises, mais c'était un réseau entre scientifiques pour pouvoir communiquer entre eux ouais. avant de se démocratiser et de devenir ce que c'est aujourd'hui. Pourquoi pas demain la même chose avec la blockchain, quoi, avec une démocratisation encore plus massive et Bah, puis tout un tas d'usages ouais. qui restaient encore à définir. Elle s'est déjà démocratisée pas mal. Bah alors démocratiser, oui, mais je regardais des chiffres, je crois qu'on est à 120 millions d'utilisateurs réguliers. Ok. Heu, donc c'est pas énorme. Alors bien sûr, il y a énormément de gens qui ont plusieurs wallets, plusieurs portefeuilles, Ouais. donc c'est dur d'avoir un nombre arrêté. Mais ce matin, j'écoutais une vidéo où il nous parlait de 120 millions d'utilisateurs réguliers. Donc c'est rien Ok. du tout, hein, 120 millions, c'est 2 fois la France. Bah, C'est un petit peu, pour faire une analogie, 120 millions, c'est ce qu'il y avait comme utilisateurs d'internet en 97. ok. Voilà. Mais à mettre en perspective, pas avec la population mondiale, mais avec la population qui a les moyens d'acheter du Bah, Bitcoin pas ou. forcément, pas forcément. Là, on dérive un petit peu, mais je me permets de faire une Ouais. aparté. C'est-à-dire qu'en fait, Bitcoin va permettre de bancariser aussi toute une partie de la population qui aujourd'hui n'a pas accès au système bancaire. Ok. C'est-à-dire que Bitcoin s'affranchit aujourd'hui, même en Afrique, hein, tout le monde a un smartphone. Euh, les pays les plus reculés au monde ont toujours des smartphones. Et maintenant, avec le système de Starlink qui est en train de nous mettre l'ami Elon Musk en place, on aura possiblement Internet en tout lieu, en tout point, en tout temps. Donc, si tu combines Bitcoin et cette capacité d'avoir Internet tout le temps, plus le fait que tout le monde a aujourd'hui un smartphone, bah, tu as un système qui est beaucoup plus résilient, beaucoup plus diffus et beaucoup plus implanté que le système bancaire. Il n'y a pas besoin de centrale pour stocker l'argent, il n'y a pas besoin d'émettre d'argent, tout est là, tout est numérique, mais tout est là.
Donc, bon, je pense qu'il y a plein d'applicatifs et au contraire, on peut le mettre en rapport avec la population mondiale parce que c'est pas propre. La spéculation est peut-être propre à nos pays occidentaux, quoique, je ne pense pas, parce qu'on l'a vu avec Axie Infinity. Alors, Axie Infinity, c'est ce qu'on appelle un play to earn. C'est un jeu où le fait de jouer à ce jeu, ça va te faire gagner du jeton, et ce jeton a une valeur. Donc plus tu vas jouer, plus tu vas gagner de l'argent. Et ça a d'ailleurs été un modèle dans certains pays asiatiques où, où il y a toute une population qui s'est mis massivement à jouer quotidiennement sur ce jeu, même comme un vrai travail en fait. Et donc il y a énormément de gens qui n'ont pas fait fortune, mais qui ont réussi à vivre, voire à très bien vivre par rapport aux revenus de ces pays-là, parce que justement il y avait des Occidentaux qui pouvaient racheter le jeton, et en tout cas qui faisaient Mmh. monter la valeur du jeton. Voilà. Mais on dérive un petit peu par rapport à ce qu'on disait. On va revenir sur notre sujet initial qui était les initiatives écologiques dans le monde de la blockchain. Mais on va aller faire un check rapide d'abord du côté de la communauté. Alors, euh, non, pas de questions sur Twitch. Et on a quoi? Ah, on a Gator, ouais, Gator qui est notre responsable rédacteur, ou un rédacteur responsable, hein, ça marche dans les deux sens chez TerraBio, qui revient de Croatie. Il a assisté à un meeting là-bas, et dans ce meeting, justement, il t'expliquait combien de TWh ou combien de CO2 était utilisé par bloc. Et là, on spoil un petit peu ce que je suis en train de dire, mais apparemment, Polkadot est à ce jour la blockchain la moins émettrice de CO2 par transaction minée. On voit là effectivement que par bloc émis, Ethereum c'est 10 kg de carbone, Tezos c'est 800 grammes, alors que chez Polkadot c'est seulement 140 grammes. Alors, c'est à prendre avec des pincettes, hein. Oui, 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 c'est des estimations. Non, puis même sans ça, Polkadot actuellement est un projet en construction. Ce n'est pas un projet qui est pleinement utilisé, autant utilisé que Ethereum. Bah, c'est un Donc, de mes arguments de tout à l'heure, justement, de dire que aujourd'hui, la plus consommatrice, c'est Solana. D'après, tiens, je vais prendre un petit peu d'avance, je vais tout de suite me mettre là-dessus, comme ça, Benoît, tu vas pouvoir prendre la parole et puis nous expliquer un petit peu tout ça. C'est pas ça. C'est ça. Est-ce que tu le reconnais, notre beau schéma? Polkadot, champion énergétique des blockchains en proof of stake. Voilà. Alors bien sûr, il faut comparer ce qui est comparable. Le proof of stake, on l'a vu avant, Ouais. n'est pas comparable avec le proof of work. Mais effectivement, Benoît, excuse-moi, je t'ai coupé. Si tu veux reprendre la parole par rapport à ça, je voulais juste t'amener un petit peu de choses qui allaient dans ton sens. bah, c'est-à-dire que le titre est juste. C'est actuellement Polkadot ne consomme pas grand-chose à une faible émission carbone, mais on peut pas dire non plus que Polkadot soit encore très utilisé. C'est un projet qui est en construction et qui est peut-être au 10e de ce qu'elle va faire à l'avenir. Donc comparer Polkadot à Ethereum, ça a pas vraiment de sens dans le sens où c'est encore un projet qui n'est pas encore très utilisé. Heu, pour moi, on pourrait à la limite faire des extrapolations et essayer de calculer, Polkadot, s'il était utilisé comme Ethereum, quelle serait sa consommation énergétique? Mais je pense que là-dessus, personne n'est vraiment capable de sortir des chiffres. Heu, en Bah, les soi, chiffres, vas-y. je je pense que c'est encore trop tôt pour annoncer, Polkadot étant le champion énergétique et je suis ambassadeur Polkadot. C'est donc mais je trouve que c'est encore trop tôt d'annoncer, Polkadot étant le champion, énergétique, pour le moment, quoi. Oui, champion peut-être pas, mais en tout cas, il se classe. Alors c'est ce qu'on a vu tout à l'heure sur le petit schéma. Je sais pas si ça s'affiche bien à l'écran. Et Voilà. après, est-ce que tu considères Polkadot en tant que relais de chaîne, heu, à elle toute seule? Donc dans ces cas-là, je veux bien que ça consomme pas énormément. Ou est-ce que tu considères Polkadot et tout son écosystème, tu vois? Si Bah, on veut vraiment comparer Ethereum à Polkadot, mais effectivement, il faut prendre l'intégralité, et je pense que là, ils ont pris que Polkadot.
de sûr. Ce serait marrant d'aller comparer Polkadot et Solana, qui je pense en termes de... faudrait regarder un petit peu en termes de nombre de transactions par minute, ce qui est fait sur l'un sur l'autre, en termes d'utilisation, en termes de volume. Mais bon, l'un est décentralisé, pas l'autre. Il y a énormément de choses qui sont différentes entre ces deux projets, mais ce serait marrant de pouvoir les comparer pour avoir un peu plus de chiffres. J'essaierai, si j'ai le temps un jour, je ne promets rien, de mettre le nez dedans et de vous trouver des études, Après, mais ça reste un projet qui est proof of stake, donc forcément bien moins consommateur d'énergie que le proof of work et j'espère que Geoffroy a compris la différence. Geoffroy ou Geoffrey? C'est Heu, vrai. Geoffrey, pardon, qu'il a bien compris la différence entre les 2 modes de fonctionnement des 2 des 2 types de travail. Mais après, je pense on viendra plus loin sur le débat et même le proof of work qui est le plus consommateur d'énergie est actuellement est en train de trouver des solutions pour masquer pour réduire cette empreinte carbone. effectivement, bah, on peut même attaquer le débat maintenant, hein, comme de toute façon on n'a pas vraiment de programme. C'est vrai que le proof of work, effectivement, c'est énergivore, mais je ne pense pas. Et là, je parle vraiment à titre personnel, ce sont des intimes convictions, hein. Je n'engage ni Therabio ni personne d'autre dans ce que je raconte. Et pour moi, on n'a pas besoin de 50 monnaies en proof of work. On a Bitcoin qui sera, à mon sens, l'or de demain, donc une valeur étalon, une valeur qui servira de valeur de référence à tout un autres aspects, mais on n'a pas besoin d'en avoir d'autres. Et effectivement, de Bitcoin même. Donc tu ne peux pas. Bitcoin, par nécessité, doit rester énergivore et je serais contre si demain il y a une technologie qui dit bon, on sera peut-être un petit peu moins décentralisé, mais on sera beaucoup moins énergivore. Non, Bitcoin doit nécessairement rester énergivore parce qu'il doit rester simple dans sa création et dans son application et dans sa technologie euh, pour que la confiance continue. Maintenant, il existe des solutions, typiquement, moi, l'aspect qui me séduit le plus sur la proof of work, sur Bitcoin et ce qui va permettre, de faire, ce qui aura le plus d'impact à mon sens, c'est l'aspect décentralisé de la consommation d'énergie. Je crois qu'on en a déjà parlé ensemble, mais c'est vrai que un des avantages, c'est que tu peux dématérialiser le lieu de consommation du Bitcoin, le lieu d'utilisation et le lieu de production. Et ça, c'est la seule industrie où tu peux réellement faire ce genre de choses. C'est-à-dire que demain, je sais pas, je prends des exemples arbitraires. Tu peux mettre une ferme de panneaux solaires en plein milieu du désert qui va produire énormément. Et ben, bah, à chaque fois que l'énergie n'est pas utilisée, bah, tu pourrais miner du Bitcoin avec Mmh. ça. Je vais plus loin, tu as le problème de l'éolien. L'éolien génère de l'énergie quand le vent quand le vent souffle pas, il en génère pas. Simplement, les pics de consommation de l'activité humaine ne sont pas seulement quand le vent souffle. Il y a des fois où le vent souffle pas et on a besoin d'énergie, et il y a des fois où le vent souffle et on n'a pas besoin d'énergie. Donc ça permettrait de stocker et de stocker justement le surplus d'énergie en l'utilisant pour ça. Enfin, pas de le stocker, mais de Alors, alors oui, mais quand même avec la problématique de pourquoi est-ce qu'on ne le stockerait pas pour autre chose. bah, aujourd'hui, C'est la problématique de stockage est une problématique énorme. On n'a pas de batterie Oui, mais suffisante ce pour. que au-delà du stockage, je veux dire, quand on a un surplus, pourquoi est-ce qu'on ne profiterait pas de ce surplus pour faire tourner les machines à laver ou tout autre produit Parce que ou disons qu'au bout d'un moment, au niveau énergétique, au-delà de l'écologie, au niveau énergétique, il va y avoir des choix quand même à faire. C'est-à-dire, on va se dire, bon voilà, on ne peut pas garder les niveaux énergétiques actuels. Qu'est-ce qu'on garde, qu'est-ce qu'on garde pas. Mhm. Donc c'est là, moi, le truc où tu as pu me faire changer un petit peu d'avis, c'est de me dire que par exemple, ça consomme moins que le système financier actuel. ça, c'est certain. Donc là, ça peut être intéressant, avec toujours la problématique de ne pas oublier l'effet rebond. Alors pour ceux qui ne connaissent pas l'effet rebond, c'est que de manière générale, aujourd'hui, depuis qu'on utilise autant d'énergie, à chaque fois qu'on a eu un gain énergétique, on l'a utilisé pour faire plus Oui. et pas faire moins. Ouais, les technologies sont Voilà, additionnées et non les pas remplacées. technologies, les énergies sont toujours additionnées. Quand on dit qu'on est sorti du charbon, c'est pas vrai.
on consomme encore plus de charbon que quand les pays occidentaux en consommaient beaucoup. Simplement, on a ajouté le pétrole, puis on a ajouté le nucléaire, puis on a ajouté machin. Utiliser les- Et du coup, c'est ce qu'on voit quand même vachement avec le Bitcoin d'un aspect extérieur, c'est qu'aujourd'hui, il remplace pas forcément le système financier classique, mais qu'il il s'ajoute et qu'il apporte un service en plus, certainement, mais que de là à ce qu'il remplace le système financier, bon, bah, c'est autre chose parce Alors il là, y a des enjeux, quoi. tu vas, ouais, bah, il y a cette problématique d'enjeu, mais si tu dis ça, tu vas énerver un paquet de Bitcoin maximalistes qui aimeraient que Bitcoin remplace le système financier actuel. Parce que je pense qu'il y a une économie à réaliser à ce niveau-là. Après, c'est toujours pareil, hein, ceux qui ont les cartes dans les mains n'auront pas forcément envie de s'en desservir pour le peuple, parce qu'au final, Bitcoin, c'est rendre le pouvoir au peuple, le pouvoir de battre monnaie et le pouvoir. Donc, est-ce que ces gens vont vouloir le faire? Mais ça, c'est un autre débat. Pour revenir encore une fois sur l'aspect énergivore, ouais, on va faire que ça, broder hein, aujourd'hui. Pour revenir sur l'aspect énergivore, il y a une société française, j'en ai parlé plusieurs fois quand je présentais Terra Bio DAO, mais il y a énormément de barrages hydroalcooliques. Ça, c'est mon Alix. Ouais, de barrages hydroélectriques, pardon, dans le Grand Nord, par exemple, qui ne sont pas encore reliés au réseau général. Cette société proposait de mettre des rigues de minage dans des conteneurs et d'exporter ces conteneurs un petit peu partout dans le monde, justement, pour aller relier ces énergies non exploitées et puis en faire quelque chose, et miner du Bitcoin. Donc, je pense que c'est possible de décentraliser ça là où l'énergie est la moins coûteuse, là où l'énergie est la plus propre. Typiquement, au Salvador, ils ont mis en place des usines d'électricité sur la base de la géothermie, parce qu'ils ont un volcan là-bas et on pourrait tout à fait se servir de la chaleur générée par le volcan, etc., pour faire de la vapeur qui, elle, va actionner les générateurs qui vont produire de l'électricité. Et ben pourquoi pas avoir des fermes de minage uniquement sur les volcans? Alors effectivement, c'est le risque Ouais. Il y a un gros risque quand même, c'est là je trouve on le voit beaucoup dans l'agriculture, on parle de la méthanisation. Ouais. Aujourd'hui, la méthanisation elle est parfois plus rentable. Si vous faites pousser du blé, c'est parfois plus rentable de foutre le blé dans un méthaniseur que de le vendre. Alors pas aujourd'hui vu comme les cours sont hauts, mais il y a des années où c'était plus rentable de détruire son blé dans un méthaniseur pour faire du gaz Ouais. que de le vendre pour l'alimentation. Et il y a ce gros problème-là dans notre système actuel où peut-être que là, ça va partir d'un bon sentiment, Mhm. mais si le Bitcoin devient plus intéressant, c'est plus intéressant de produire un Bitcoin que de vendre l'électricité à des particuliers, et ben peut-être que des particuliers vont être privés d'électricité pour produire ce Bitcoin parce que c'est plus rentable. Et il y a toujours ce risque-là, alors qui est très sociétal, très capitaliste, en fait, mais qui peut poser problème, la concurrence entre les besoins, et s'il n'y a pas ou faire monter le prix du coup par cet aspect de concurrence, Mhm. et que du coup la population locale puisse plus utiliser ce produit-là. Bah justement, encore une fois, aujourd'hui, le prix de l'énergie varie suivant le pays dans lequel tu es, pour des raisons de normes, pour des raisons de type de production électrique, etc. On avait énormément de rigs de minage en Chine, et quand la Chine a dit on arrête le minage, dans des endroits où l'électricité est encore peu chère. Si demain tu produis de l'électricité à très bas coût, justement de l'électricité renouvelable, bah, notamment je prends l'exemple encore une fois des volcans, hein, mais proche de volcans en te servant de l'énergie géothermie, enfin de la géothermie pour faire de l'énergie, donc tu vas pas nécessairement faire de l'énergie à bas coût, et cette énergie, elle est utilisable localement, elle peut être transportable un petit peu, mais je peux pas produire de l'énergie en Amérique du Sud et l'envoyer 20 secondes plus tard en France pour être consommé en France. Donc, mais par contre, je peux tout à fait avoir l'intégralité de mes mineurs euh, en Amérique du Sud et avoir des transactions qui sont faites en France. Alors oui, il faudra de l'énergie pour mon téléphone et tout, mais pas pour miner Bitcoin. Bah alors bon, là Je on peux est. mettre mon grain de sel, Alix? Ah mais volontiers, c'est pour ça que Vas-y. vous êtes là, venez. Ça marche. Par exemple, en France, on a eu une société dont j'ai perdu le nom, j'en suis désolé, qui s'est installée en tant que mineur
En France, alors qu'en France, on produit principalement notre électricité, pardon, par le nucléaire, ce qui est en soi une électricité pas chère et le modèle économique de ce mineur de bitcoin en France, ne tenait pas la route puisque l'électricité était déjà trop chère pour qu'il puisse fonctionner correctement. Aujourd'hui, cette société c'est déporté, peut-être au Kazakhstan, je crois. Et c'est coûteux? Donc C'est au coût normal de la production électrique, un mineur, l'électricité est déjà trop chère. Donc un mineur Bitcoin, sur le Proof of Work, pour pouvoir fonctionner, va devoir se rapprocher d'installations électriques, qui fait de la surproduction d'électricité. L'électricité, si elle est pas consommée, elle est perdue. Donc, entre ne pas consommer l'électricité ou la vendre à très bas prix à des structures qui peuvent s'adapter. Une entreprise qui se met à proximité d'un barrage qui produit de l'électricité, si toute l'électricité n'est pas consommée, elle va pouvoir lancer, je sais pas, une centaine, un millier de mineurs. Si jamais la production, du barrage est plus réclamée, donc le barrage va favoriser la vente auprès des gens qui payent le prix fort. Pour le coup, le mineur ralentit son activité en fonction. Aujourd'hui, tout ça, c'est technologiquement, ces entreprises sont capables de s'adapter, afin de ne prendre que la partie d'électricité, d'un producteur qui n'est pas consommée. et je Ouais, vas-y. ouais, je vais même aller plus loin dans ce que tu me dis. Si on assiste à la raréfaction des matières carbonées, tout ce qui est rare est cher, donc on va nécessairement, dans les années à venir, subir une hausse de ces tarifs-là. Que ce soit le pétrole, que ce soit même l'uranium pour la raréfaction, même si c'est pas une matière carbonée, plus elles vont se raréfier parce qu'elles sont là en quantité finie, plus leur prix va augmenter. Donc nécessairement, à un moment donné, et ce serait intéressant d'avoir des études sur le prix du térawattheure produit par tel ou tel mode de production d'énergie, mais nécessairement, à un moment donné, je pense que Bitcoin n'utilisera plus que de l'énergie propre, parce que Bitcoin a vocation, comme le disait Benoît, à utiliser l'énergie la moins chère possible, et qu'à ce moment-là, l'énergie la moins chère possible, ce sera forcément de l'énergie qui viendra de choses renouvelables. Ah, alors bon, petite donnée physique là-dessus. Ouais. Du charbon, on en a encore pour un siècle. Si on décide d'user tout le charbon. Faire de l'électricité avec le charbon, c'est pas très cher, en tout cas bien moins cher que le renouvelable. Et puis l'autre problématique, moi que je vois à ça, c'est que ok peut-être à l'heure actuelle, mais si demain le Bitcoin remonte à 100 000, Ouais. est-ce que ce sera pas beaucoup plus rentable de faire du Bitcoin que de vendre l'électricité à des Français, à des Kazakhstan ou autres? Alors il y a ça. L'autre chose aussi, c'est quand même bien voir, ça faut vraiment bien le comprendre. Alors moi, je suis plutôt d'accord avec vous pour les surplus. Mhm. Dans un monde idéal, c'est ce qu'on ferait. Seulement, c'est quand même pas ce qu'on fait dans les faits, je pense. Et il faut quand même voir que même une production électrique décarbonée, que ce soit hydroélectrique ou solaire, etc., ça consomme énormément d'énergie. Il faut des matériaux, Oui. voilà, qui peuvent s'user. Il faut l'électricité, c'est pratique, mais on n'amène pas du silicium en tonnes au milieu du désert sans pétrole, sans une énergie liquide qui permet le transport, etc. Oublie Euh, mon exemple donc, des panneaux non, mais photovoltaïques au parce milieu que du désert, c'est mais un bon exemple, parce que c'est le cas. En Espagne, c'est ce qui se fait maintenant. Ils mettent de plus en plus de solaire, ça présente d'autres problèmes. Et il y a toujours un effet pervers à chaque chose, d'autant plus quand la chose est décentralisée. C'est toute la complexité entre la liberté et enfin, les avantages entre le décentralisé et le centralisé. Le centralisé, il peut à peu près dire non, non, mais ça, on abuse, on ne le fait pas. En décentralisé, ça peut ouvrir la porte un petit peu un petit peu comme on veut. Et là, il y a quand même dans ce que vous dites une croyance, je trouve, assez forte sur le marché. Et il faut quand même avouer que pour le moment, le marché, il n'a pas été au top du top pour gérer le réchauffement climatique et la perte de biodiversité. Donc, est-ce qu'on peut vraiment faire confiance
Eh ben, merci Samir. Désolé à ceux qui regardaient sur Twitch, on a eu un petit problème technique. Effectivement, blue screen de notre diffuseur, donc voilà, c'est apparemment réglé, on peut repartir. Alors Gator nous parlait de l'aspect destructeur au niveau écologique du minage de l'or, notamment le retraitement de ce métal. On utilise du mercure, si je me trompe pas, pour venir trier ou en tout cas faire agglomérer les paillettes d'or entre elles. Et voilà, quel Ouais. sera l'impact de Bitcoin vis-à-vis de l'or? Je te laisse reprendre Gator. Oui, alors voilà, il faut comparer ce qui est comparable. Donc Bitcoin, c'est une réserve de valeur. La vraie réserve de valeur actuelle dans notre économie, ça reste l'or. Ça reste l'or qui a été pendant de nombreux siècles une référence. Est-ce que Bitcoin remplacera l'or un jour? Moi, je le crois, mais bon, c'est pas vraiment le débat ici. Vis-à-vis de ça, qu'est-ce que Bitcoin va améliorer vis-à-vis du minage de l'or? Alors, miner de l'or, qu'est-ce que c'est grossièrement? C'est retourner de la terre, c'est la trier, c'est la broyer, et c'est utiliser des produits chimiques pour séparer les molécules d'or et les agglomérer entre elles. Donc ça déjà, ça veut dire faire des énormes trous, raser tout ce qu'il y a dessus, traiter la terre, utiliser énormément d'eau et polluer cette eau avec du mercure. Il y a des chiffres qui sont donnés par la WWF, à savoir que pour 1 kilo d'or environ, il y a 1000 litres de mercure qui est utilisé. Et encore, je pense me planter parce que ça doit être beaucoup plus que ça. Ça, il faudra aller voir l'article que Alix linkera à la suite, je pense, si on Ouais. retrouve le lien, et qui donnera exactement les chiffres. Mais voilà, il faut imaginer par exemple que l'orpaillage en Amérique du Sud, comme en Amazonie, qui reste un des poumons verts de notre planète, c'est complètement destructeur parce que non seulement les gens détruisent l'habitat naturel d'espèces qui ne sont présentes que dans cette forêt tropicale. En plus de ça, vous polluez complètement les sols et derrière, tous les locaux qui vont pêcher dans les différents fleuves vont absorber du mercure. Ça va donner énormément de maladies dans la population locale vis-à-vis du mercure absorbé, tel que le saturnisme et autres problèmes liés au mercure. Donc voilà, il faut prendre le problème dans son ensemble. Qu'est-ce que Bitcoin remplace? Qu'est-ce qu'il peut éviter? Alors bien sûr, il consomme de l'énergie, mais c'est exactement comme les voitures électriques. Si Bitcoin consomme de l'énergie verte, c'est plus trop un problème au final, parce qu'il va pallier à quelque chose. Il faut aussi se dire tout simplement que Bitcoin, les gens, au mieux d'aller miner de l'or ou d'aller dans des mines en Afrique où il fait 45 degrés à risquer l'effondrement, etc., est-ce que ces gens ne pourraient peut-être pas plus miner à leur niveau du Bitcoin si on leur proposait des énergies capables et des rigs capables de miner ça à une échelle locale, comme par exemple les nouvelles puces Intel qui font faire un bond assez exponentiel au niveau des capacités de minage? C'est un problème relativement global vis-à-vis de ça. Donc on parlait du mercure et du rejet de mercure dans les rivières et dans les fleuves au niveau de l'Amazonie. Donc pour 1 kilo d'or illégal, donc c'est de l'orpaillage extrait, il y a 1,3 kg de mercure en équivalent qui est rejeté dans les fleuves. Donc Donc, c'est-à-dire que ce mercure va directement être absorbé par les poissons, par exemple, qui vont être pêchés derrière par la population et qui va avoir une contamination humaine et donc va créer des problèmes de santé publique au niveau de ces populations. C'est Et assez dramatique. le problème de ton postulat, c'est que tu pars du principe que la blockchain va arrêter l'orpaillage. Simplement, dans les faits, il n'y a rien qui le prouve. Absolument. Oui, c'est complètement empirique. Elle peut néanmoins le ralentir. En fait, ce qu'il faut toujours, c'est proposer une alternative à ces populations de façon à gagner leur vie différemment. Si un local va risquer sa vie dans une forêt tropicale pour faire de l'orpaillage, c'est parce qu'il n'a pas d'autres moyens de ressources. À partir du moment où on peut trouver une alternative, comme par exemple ce que le Salvador est en train de faire, ça reste sur le même continent, pourquoi est-ce que cette personne n'irait pas travailler dans une usine pour miner du Bitcoin plutôt que de faire de l'orpaillage? C'est la pain du gain et la pain de la survie surtout qui encourage les gens à aller dans ce sens-là. Donc bien sûr, ça remplace pas immédiatement, mais ça peut proposer une solution, une transition peu à peu en fait. non, et puis il y aura toujours, je fais juste une petite parenthèse supplémentaire, il y aura toujours besoin d'or dans nos circuits imprimés, il y aura toujours besoin d'or d'un point de vue technologique pour certaines utilités
et certaines caractéristiques intrinsèques de ce métal. Donc ça, on en aura toujours besoin et je pense que l'or, effectivement, il y en aura toujours un petit peu. Mais aujourd'hui, le gros de l'utilisation de l'or, il n'est pas pour faire des bijoux ou utiliser dans les nouvelles technologies, enfin dans les circuits imprimés. Je pense que beaucoup d'or est surtout gardé précieusement dans des caves par les États comme trésor de guerre. Ouais, ouais. Mais ce qui serait intéressant pour ces calculs, et là je connais pas la réponse, ce serait de faire le calcul total en termes de pollution, que ce soit en CO2, mais pollution, comme tu disais, de mercure, etc. Parce que il faut voir justement ce que je vous disais, l'effet rebond. Par exemple, on imagine, on abandonne l'or et on va sur la blockchain, c'est plus efficace. Du coup, vu que c'est plus efficace, on va faire encore plus de blockchain pour faire travailler les gens. Et peut-être que les métaux rares qui sont dans les ordinateurs qu'on va fabriquer en plus, eh ben, la production supplémentaire va être encore plus polluante que l'or. Et là, c'est pas pour attaquer le blockchain que je fais ça. Ça, ce que je viens de vous expliquer là, c'est depuis à peu près 2 siècles que ça se passe. Pour absolument tout. Est-ce que tu as d'autres exemples pour illustrer ça? Euh, Le un, solaire, le solaire est un bon exemple. Ah oui. Le solaire comment on dit, écologique. Au final, créer un panneau solaire demande énormément de terres rares, énormément de minerais, et va engendrer les mêmes problèmes, au final, pour un appareil qui aura une durée de vie assez faible, et qui, au niveau du rendement énergétique, ne permettra pas de rattraper sa dépense énergétique au niveau de sa création. Il y a également ça. D'accord, la consommation grise est plus... Ok. et Et l'aspect de Bitcoin en tant que réserve de valeur, ce qui permet de le comparer à l'or, c'est un aspect de Bitcoin, mais ce n'est pas son aspect, c'est pas son seul aspect. Avant tout, lorsqu'il a été créé, c'était d'offrir un moyen décentralisé aux banques. Heu, quand tu as un compte bancaire, ton banquier tient un registre. Tu reçois ta paye plus, 2 000 €. Tu vas chez Auchan, moins 200 €. Il tient un registre, ce qui te permet, toi, de savoir de connaître ton avoir que tu as sur ton compte en banque. Du fait que ce banquier tient ce registre et que tu as confiance en lui pour que ce registre soit bon, fait que tu mets ton argent en banque. Or, tu 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 donnes ta confiance à ton banquier pour tenir ce registre correctement. Excusez-moi, je me répète. Heu, or, cette confiance que l'on met dans les banques, est-ce que c'est qu'on considère que l'argent qu'on a en banque est le nôtre. Heu, Seulement, les banques sont systémiques, s'il y en a une qui s'effondre, elles s'effondrent, toutes les unes après les autres, et à partir du moment où il y a plus de banque, plus personne n'a d'argent. Donc est-ce que notre argent en banque nous appartient? À partir du moment où une banque, se doit de déclarer à partir du moment que lorsque tu veux faire une dépense de plus d'un certain montant, tu dois justifier, ta dépense pour montrer qu'elle n'est pas, illégale, est-ce que ton argent est le tien? C'est de là qu'est né, Bitcoin. Heu, Lorsque ton Bitcoin est sur un wallet, ton argent t'appartient. Personne d'autre ne peut y toucher, personne d'autre ne peut venir te le prendre sous quelque prétexte ou, hem, après, du fait que Bitcoin soit décentralisé, c'est un système qui est sécurisé, qui ne peut pas tomber du fait qu'il faudrait qu'il tombe sur la planète entière. Il faudrait que sur la planète entière, Bitcoin arrête de fonctionner pour que tu puisses perdre tes Bitcoins, ce qui est d'un niveau sécurité bien plus résilient que le système de ta banque qui réside sur une petite informatique, dans un coin, donné, entretenu par quelques personnes. Ce service-là, il consomme de l'énergie, certes, tout consomme de l'énergie. Par contre, est-ce que il faut le comparer à ce qu'il consomme à des grandeurs similaires. Par exemple, en permanence, on maintient des distributeurs de boissons, des distributeurs où tu mets une pièce et tu récupères ton coca frais, en permanence, afin que ta boisson soit fraîche au moment où quelqu'un souhaite avoir un coca. Donc
est-ce que Bitcoin est plus utile que les distributeurs de boissons fraîches? C'est avant tout, tu vois, c'est une première question. Heu, Sachant qu'en plus, la notion que nous expliquait Gator juste avant, c'est un argument supplémentaire par rapport à la réserve d'or. Hem, Là, très récemment, je pense que vous avez vu la news tomber, heu, lorsqu'on extrait du pétrole, il y a du gaz qui en émane et ce qui s'appelle les torchères. On Le gaz qui en émane, on l'allume, on le crame parce que une torchère à elle toute seule, le gaz qui en est extrait, le récupérer afin de le mettre dans le réseau du gaz qu'on consommerait, avec nos gazinières, ça coûterait plus cher que ce que ça rapportait, donc on préfère le brûler. Aujourd'hui, ce gaz-là qui est allumé en une torchère, on va récupérer la chaleur afin de pouvoir miner du bitcoin. Et les chiffres sont tombés il y a très récemment, je pense que ça date de 2-3 semaines. La L'énergie de toutes ces torchères qui sont allumées en permanence sur la planète entière suffirait pour alimenter le bitcoin. Donc je pense que là, cette notion que le bitcoin est sale, que la crypto-monnaie est sale, et il va finir par enfin devenir chaos, dans le sens où on va finir par utiliser par des énergies qu'on gaspille, en fait, qu'on crame, parce que ces énergies-là, de manière indépendante, les récupérer, de manière individuelle ne suffisent pas n'ont pas de l'importance dans l'économie. Et c'est par ces petits fonctionnements, en éclatant les rigs en les décentralisant encore plus qu'elles ne sont aujourd'hui, qu'on va enfin réussir à avoir une consommation propre de la crypto-monnaie. Ouais, donc on arrive sur l'argument du commercial, propre, mais propre par rapport à quoi? Non, puis moi, Tout à fait. ce qui ressort là-dedans aussi, quand même, c'est que vous partez de postulats de choses comme elles doivent être et pas comme elles sont. C'est-à-dire que oui, il y a des pertes énergétiques énormes à plein d'endroits et qu'on pourrait les récupérer pour le Bitcoin. Oui, il y a des initiatives dont les faits, que ce soit le Bitcoin ou pour d'autres choses, hein, c'est pas le cas. Quand est-ce que ce sera le cas, j'en sais rien. Et si ça devait être le cas, c'est que finalement un État mettait le nez dedans et obligeait à ce qu'on utilise les pertes seulement pour le Bitcoin, sinon c'est interdit. Du coup, vous perdez le côté décentralisé parce que c'est un État centralisé qui vous oblige de faire les choses correctement. C'est mon premier argument. Et mon deuxième argument, c'est ok, on va utiliser le surplus pour le Bitcoin, mais pourquoi on l'utiliserait pas pour la santé? Pourquoi on l'utiliserait pas pour financer une maison de retraite? Parce que le Pourquoi on... système monétaire, le système d'échange est qui a construit et fait la base de nos civilisations, à mon sens. De tout temps, on a eu besoin d'avoir un référentiel pour étalonner la valeur. Ce référentiel est plusieurs évolutions, mais on est arrivé à l'or parce que l'or est rare, l'or est cher à extraire, et voilà, et surtout impérissable. Là, avec Bitcoin, on a quelque chose qui a les mêmes caractéristiques que l'or, si ce n'est être dématérialisé, mais Bitcoin est rare, Bitcoin est difficile à produire, même si c'est pas une production physique, c'est une production qui est faite par des machines, mais à partir du moment où tu as les mêmes caractéristiques entre les deux choses, pourquoi l'une ne viendra pas remplacer l'autre? Et c'est ce qu'on espère à terme. Bah, moi, je dis pas que ça n'arrivera pas. Je dis que on ne le sait pas Ouais. et que dans les faits, c'est pas le cas et que pour le moment, depuis 2 siècles, depuis l'avènement du capitalisme, jamais rien remplace rien. Tout s'ajoute à tout. Et c'est ça la difficulté. C'est que là, alors moi, je suis moins dans ce milieu-là que vous, mais l'énorme chantier qu'il y a, qui va prendre des années, c'est non seulement de baisser sa consommation, ça de toute façon, c'est voilà, c'est primordial. C'est au-delà de baisser la consommation, de rendre la consommation plus verte, voilà, si ça existe. Mmh. Et puis, au bout d'un moment, on aura des choix, en fait, au niveau énergétique. Encore une fois, au-delà du réchauffement climatique, on aura des choix. Qu'est-ce qu'on garde? Qu'est-ce qu'on enlève? Et ben, vous, votre taf, hein, qui êtes passionné pour ça, c'est de prouver que le Bitcoin, la blockchain, il monte, enfin, qu'il soit plus important que tout un tas d'autres choses. Mmh.
mais vous serez en concurrence avec la santé, l'éducation, avec tout un tas de choses qui sont tout aussi indispensables. Et l'exemple tout à l'heure des frigos boissons qui tournent, bah, si moi demain je vends des frigos boissons, je vais te dire que c'est indispensable parce que ça me fait travailler. Enfin, voilà, c'est pour dire que c'est compliqué Ah, mais c'est du confort. c'est du Le fait confort. d'avoir Voilà. sa boisson fraîche en tout temps et qu'on soit obligé, parce que le consommateur à 23 Ouais, mais heures, il va passer par là, il aura envie de sa boisson fraîche. je t'entends, mais moi, ça a longtemps été mon rêve de vivre dans la forêt sans électricité ni rien. Je connais des agriculteurs qui vivent quasiment comme ça, ils vont me dire que l'eau chaude, c'est du confort. C'est quoi le confort? Enfin, vous voyez un peu ce que je caricature exprès, mais c'est ça qui est compliqué en fait, c'est de voir ce qui est indispensable, ce qui l'est pas, en sachant qu'il y a beaucoup de choses qu'on pense indispensables qui ne le sont pas du tout. C'est une habitude, c'est une construction. Ouais. Mais je suis d'accord qu'on a besoin de monnaie. En tout cas, on a besoin de quelque chose pour échanger, parce que le troc, c'est pas si efficace. Euh, mais comment est-ce que cet avènement des blockchains arrivera? Est-ce qu'il est possible technologiquement? Si demain il y a une grosse déplétion énergétique, est-ce que c'est possible? Parce que ça, on ne sait pas. Si demain Bah, on a des gros problèmes de on est en ressources, train de vivre, il faut resituer les choses, hein. Bitcoin, ça a été créé en 2008-2009 suite à la crise des ah, subprimes. On est aujourd'hui en 2022, Bitcoin a 14 ans. Donc c'est jeune, bien sûr. c'est très très jeune, c'était hier. Et aujourd'hui, donc Bitcoin est resté d'abord un truc de geek, un truc de cryptographe. Ensuite, ça a été repris par les cypherpunks pour l'aspect libertaire. Et par la suite, c'est les geeks qui ont commencé à le promouvoir, à l'utiliser, etc. Donc il y a tout ce processus qui a mis très longtemps. Et la différence entre fin 2015 et 2020, on va dire, même pas 2022, hein, l'essor du nombre d'utilisateurs est absolument dingue et faramineux. Et je pense que aujourd'hui, les sociétés se rendent à peine compte, c'était Gator qui nous parlait tout à l'heure de la puce d'Intel. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a mis des ingénieurs à réfléchir à comment faire un Bitcoin qui soit moins énergivore. Et on a réussi à décupler les moyens de production avec la même énergie. En tout cas, la puissance de calcul, elle, est décuplée quand la puissance énergétique Alors, consommée reste la même. j'en profite pour te couper, parce que tu viens de me donner un exemple génial de l'effet rebond. Ouais. On va pas l'utiliser pour que le Bitcoin consomme moins, on va l'utiliser pour faire plus de Bitcoin. Non, il y aura pas Et plus de attends, Bitcoin. On peut pas. On peut bah, pas. Non, on peut jusqu'à pas. un certain Il y aura point. un nombre qui sera émis à partir de ce Oui, moment-là. ça sera C'est bloqué au bout d'un moment, oui. exactement. Mais en attendant, cette puce, elle va servir à miner plus efficacement. Et Ouais. donc peut créer plus de minage qu'à l'heure actuelle. Bah, en tout cas, consommer moins d'énergie, ou alors consommer moins d'énergie pour avoir le même rendu, ou alors avoir une puissance de calcul supérieure. Mais Je on vais va. te donner un exemple. La, au Moyen Âge, il vous fallait travailler 1000 heures pour Ouais. acheter une bougie, Ouais. donc pour vous éclairer. Quand on a eu aujourd'hui, je crois qu'il faut travailler 4 minutes en France. D'accord. Donc le résultat, c'est pas qu'on a fait tout autant de lumière et qu'on a profité pour économiser. Le résultat, c'est qu'on a tous nos lumières allumées. Ça, c'est un effet rebond, en fait. C'est que quand on fait des économies d'énergie ou financière, on garde jamais de côté cette énergie, en fait. On en profite pour consommer plus. Quand après le premier pic pétrolier, les voitures sont mises à moins consommer, on n'a pas On, profité pour moins consommer de on a pétrole. tous une deuxième voiture par foyer, quoi. Deuxième voiture, on a fait plus de kilomètres, on est parti plus loin. Par exemple, l'avion, c'est un très bel effet rebond. L'avion lui-même, c'est un transport en commun, et c'est pas qu'il pollue tant que ça, ou il pollue tant que ça. Mais c'est surtout qu'en fait, ça nous donne les moyens d'aller à 8000 km de chez nous, qui serait quasiment impossible en voiture, en tout cas pas si souvent. Mhm. Donc en fait, ça fait un énorme effet rebond, quelque chose qui serait plus efficace que si on prenait chacun notre voiture pour faire 8000 km. Ouais. Simplement, il est tellement efficace que il a créé quelque chose qui n'existait pas. Donc l'économie qu'il pourrait nous faire, et en fait, c'est pas une économie, ça a créé un effet rebond, donc c'est encore pire. Et tu vois un petit peu Je vois, la notion je d'effet vois rebond. cette problématique, mais c'est une Et problématique qui est très générale et pas propre à Bitcoin. très général, ouais. Euh, C'est pas une attaque contre le Bitcoin, c'est clair. ouais, je pense que là, on arrive sur quelque chose de clairement philosophique et c'est la nature humaine, hein. À partir du moment où tu lui donnes du confort, il a du mal à revenir en arrière, c'est certain. Euh, Par contre, si on devait essayer de réfléchir Bitcoin pour des usages locaux et en mode slow tech, je suis persuadé que
Bitcoin ou en tout cas la blockchain, ces technologies-là pourraient avoir leur place dans une économie décentralisée et plus locale. Voilà, j'essaye d'amener le débat un petit peu sur autre chose que d'affronter Bitcoin versus écologie et consommation énergétique, parce que on peut pas dire l'inverse, hein. On peut pas dire que Bitcoin ne consommera pas ou ne consommera plus et qu'on va tous arrêter de consommer parce qu'on est passé à Bitcoin. Donc, ok, j'entends bien ton argument, mais je pense que en fait, c'est un outil supplémentaire à l'homme pour imaginer le monde de demain. Et je pense que cet outil est plus efficient que les outils qu'on a actuellement, qui sont, comme nous le disait Gator, d'aller chercher des métaux précieux dans la terre, de les transporter en camion jusqu'à ta banque, d'aller imprimer des billets, d'aller. Aujourd'hui, le système, même la PIV, hein, la PIV aussi, ça doit. La PIV, alors pour la petite info, c'est la monnaie locale de Besançon. On peut payer en PIV, donc c'est un billet qui est backé par de l'euro, si je veux bien le. Ouais, Ouais, ouais. c'est ça. Mais on peut tout à fait imaginer une PIV numérique blockchainisée. Aujourd'hui, la PIV veut se numériser, ou en tout cas, mais pourquoi pas blockchainiser? Est-ce que l'impact énergétique serait supérieur? Je ne crois pas. Mais par contre, le service rendu et l'aspect décentralisé, le fait que il y a un smart contract qui serve à backer justement les euros et qui n'est pas un tiers de confiance qui détienne les euros dans sa caisse pour pouvoir donner la confiance à la PIV, je pense que ce système serait plus sain et plus utile que le système actuel. Donc, ouais, voilà, c'était juste Non, pour mais recentrer un petit peu c'est. le débat. D'ailleurs, j'en profite hein, pour la communauté, je vois qu'il y a un peu de gens qui sont arrivés. N'hésitez pas à demander la parole, à venir prendre la parole sur Discord, on est là pour ça. C'est un nouveau format qu'on teste aujourd'hui, qui est plus en mode débat qu'autre chose. Donc n'hésitez pas. Je vais lire aussi un petit peu les commentaires. Tu voulais un droit de réponse par rapport au... Non, non, juste, moi, je vous donne le change, mais je pense que c'est justement toutes ces choses-là, c'est votre travail de prouver. C'est pour ça que moi, votre projet, il me plaît, c'est de prouver que effectivement, ça peut vraiment être une alternative réelle et pas encore un effet rebond, même si dans les faits aujourd'hui, c'est un effet rebond. Par nature. Et Voilà. par nature, toute technologie a un effet rebond, Bah comme ouais. tu viens de nous le prouver. Mais effectivement, je pense que l'outil, on peut s'en servir pour bien faire. Typiquement, nous, la blockchain, pourquoi on utilise la blockchain? Pour être open data, donc pouvoir montrer l'intégralité des transactions. Le grand livre de compte est accessible à tout le monde, hein, en 3 clics. On peut prouver que l'argent est bien utilisé. Ça évitera énormément d'arnaques, de caisses noires, de choses comme ça. Et en plus de ça, il y a un aspect, l'aspect certification du label TerraBio DAO. On veut pouvoir le rendre public sur la blockchain. Donc, c'est-à-dire qu'une société qui va utiliser un label, en 2 clics, on va pouvoir regarder si elle a été labellisée, comment elle a été labellisée, quels ont été les critères. Et je trouve que ça, c'est quelque chose d'utile. Et t'es pas obligé de faire confiance au label. En fait, tu fais confiance à la blockchain Ok. et à la communauté aussi, parce que il y a DAO qui va piloter tout ça. Enfin bon, je vais juste lire ce qui est dit. Gator qui nous dit que ainsi les nouvelles puces Intel Bonanza Mine vont permettre d'avoir des mineurs qui consomment 15% de moins en watts seront 50% moins chers. Ces chiffres combinés peuvent nous donner un horizon beaucoup plus vert pour le minage de crypto-monnaies. Et Kush qui nous dit en soi, Bitcoin pourrait consommer beaucoup moins cher si l'on faisait confiance à une entité supérieure qui mine Bitcoin sur 100 pièces, sur 100 PC et on leur ferait confiance. Mais le souci, c'est que le Bitcoin est rentable, donc il est miné comme un gros sac. Oui, c'est pas faux. C'est aussi sa force, la décentralisation, mais en vrai, ça ne fait que résoudre le problème de la confiance. Donc un label propre à TerraBio. Ouais, Stark, un label propre à TerraBio. Mais ça, on en reviendra on reviendra dessus un petit peu plus tard où tu me poseras la question et je viendrai t'expliquer le projet de label TerraBio DAO. Et je suis d'accord avec Kush aussi, hein, le Bitcoin est fondamentalement libertaire, et qui dit libertaire, enfin, il est capitaliste, Bitcoin. Et voilà, tu parlais de la main invisible tout à l'heure, on est vraiment tout à fait là-dedans, quoi. On laisse la chose s'autoréguler. Et typiquement avec le minage, c'est pareil, hein, quand le Bitcoin est inférieur à un certain prix, les mineurs se débranchent parce que c'est plus rentable de le miner. Donc effectivement, il y a encore un aspect de rentabilité,
Et moi, j'essaye de réfléchir plus à l'outil et à comment utiliser cet outil que les travers dans lesquels il est utilisé aujourd'hui. Parce que les travers, je pense qu'on en trouvera toujours dans toutes les technologies. Euh, Tu vois, typiquement, ma belle-sœur est végane. L'autre jour, j'ai écouté un truc où les gens défonçaient les véganes en disant mais toute la planète ne pourra pas être végane parce que ça va consommer plus, parce qu'il va falloir défricher, parce que machin, on peut pas tous manger du soja. On va pas rentrer encore à partir du moment où forcément des tonnes. Et je pense que c'est un faux débat aujourd'hui. Le vrai débat et ce qui sera intéressant, c'est de pousser la R&D sur comment mieux faire et comment optimiser l'utilisation de ce nouvel outil, qui est la blockchain. Enfin bon, voilà. Je vous propose de repartir un petit peu sur le thème initial de cette soirée, parce que là, on est parti, ouais, il est déjà 10h30, hein. On a bien raconté des conneries entre nous. Mais voilà, le but initial de la soirée, c'était de faire aussi un passage en revue des différentes initiatives qui sont en place dans l'écosystème blockchain pour se verdir. Alors savoir est-ce que c'est uniquement un positionnement et un discours ou est-ce que réellement il y a des actes derrière, c'est ce que je voulais voir avec vous. Donc on a parlé de Peercoin tout à l'heure qui était le premier. On a Elrond Gold qui depuis un an nous dit que c'est la première blockchain négative en carbone. Donc, pour ce faire, ils ont passé un partenariat avec une société qui s'appelle Offsetry et qui fait du reboisement. J'ai pas été chercher tous les chiffres, mais apparemment, c'est purement de la reforestation. La reforestation se fait un petit peu partout dans le monde. Il y a plusieurs programmes. Et j'avais un article tout à l'heure, effectivement, hein, ils ont par rapport à ce qu'ils ont consommé, par rapport à leur prédiction de consommation, ils ont vraiment mis les bouchées doubles. Et pour le coup, alors je suis pas un Elrond Boy, hein, je fais pas partie de la Elrond Army, mais pour le coup, c'est les premiers à vraiment faire quelque chose qui va dans le bon sens. Alors je dis pas que c'est tout blanc, hein, on en a parlé dans les rendez-vous précédents, hein, que la reforestation c'est peut-être pas la panacée, mais en attendant voilà, on a Elrond Gold qui a fait quelque chose. Et d'ailleurs sur cet écosystème, on a des projets qui se développent aussi, et on peut montrer que il y a des initiatives qui sont plutôt cool. Elrond Trees, par exemple, qui permet de planter des arbres en marchant. Donc voilà, plus tu vas marcher, plus tu vas planter des arbres. Alors j'ai pas exactement compris leur système économique, mais il y a un système de publicité et de valorisation du token par le fait qu'il y a en fait, il est distribué seulement si tu marches et il est compensé par la plantation d'arbres, donc il a une valeur en carbone. Voilà. J'ai pas été beaucoup plus loin. Par contre, j'ai été un petit peu plus loin sur le petit bonhomme que tu vois là, qui est un NFT. C'est un NFT d'un projet qui s'appelle Aquaverse. C'est dommage, Dorian est pas là ce soir. Il aurait été le mieux placé pour nous en parler. Mais Aquaverse, c'est pareil. Ils servent. On a parlé de Play to Earn tout à l'heure. Donc, ils ont mis en place un petit jeu où quand tu vas jouer à ce jeu, tu vas gagner du sponge, un token de leur création, un jeton de leur création. Et ce sponge, en fait, est collatéralisé par ou va servir à financer, c'est pas réellement une collatéralisation, mais va servir à financer la plantation d'éponges en haute mer pour filtrer les particules de plastique. Et je trouvais ça assez ouf. D'ailleurs, pour la petite info, je crois que Aquaverse a été nommé le projet le plus innovant du monde en 2022. Voilà, il a eu la palme. Alors, je sais pas quel organisme décerne ça. Mais voilà, donc Elrond, la blockchain en elle-même fait des efforts, mais on a également des projets sur cette blockchain qui commencent à pousser dans le bon sens, et ça c'est plutôt enthousiasmant. Alors, ceux qui se débranchent, il y a Kush qui nous dit ceux qui se débranchent laissent plus de chance à ceux qui sont encore branchés. Cette levée de fonds, comment s'est-elle passée chez TerraBio? On reviendra sur la levée de fonds un petit peu plus tard. On va avancer déjà sur ce dont on doit parler. On a également Polygon Matic, qui est, si je dis pas de bêtises, un layer 2 d'Ethereum. Donc Polygon, eux aussi, ont fait des choses. C'est-à-dire que alors eux, ils vont pas simplement reboiser, et j'ai trouvé leur approche plutôt sympa aussi. C'est de se dire, il y a beaucoup de choses à faire, et on va drainer une partie de nos capitaux vers des projets, des associations
qui ont un impact positif sur la planète. Donc c'est aussi un petit peu ce qu'on fait chez TerraBio DAO avec nos investissements éthiques. C'est ce qui peut se retrouver aussi dans le monde du NFT. Dans le monde du NFT, il y a énormément de projets, les apes, même les CovidPunk, pas les CovidPunk, les CryptoPunk, pardon, reversent tous une partie des fonds levés à des œuvres de charité ou des choses comme ça. Donc voilà, il y a des choses qui peuvent aller dans le bon sens et qui vont permettre aussi d'aller, malgré tout l'aspect spéculatif qu'il peut y avoir dans cet écosystème, drainer, diriger des capitaux vers des choses qui sont bénéfiques. Et ça, c'est plutôt bien. Typiquement là chez Polygon, donc ils ont des partenariats avec Planet Watch, qui construit un réseau mondial de capteurs de qualité de l'air à faible coût. Et donc ils tirent, en fait, ils servent de la blockchain aussi dans leur technologie. Ils sont en train de mettre en place aussi un suivi, une traçabilité, parce que la blockchain, c'est aussi la supply chain, les chaînes logistiques. Et typiquement, tu sais, on a l'histoire de la traçabilité sur l'intégralité des aliments. La blockchain, c'est une manière infalsifiable de tracer l'intégralité des aliments. Donc on pourrait blockchainiser la traçabilité. Voilà, ça pourrait être une des utilités de cette technologie. Pareil, ils ont encore filé des fonds à Sequest Fiji et Consensus pour mettre en place un système blockchain pour éradiquer la pêche illégale au thon, en vérifiant où, quand et comment le poisson a été pêché. C'est-à-dire que tant que tu n'auras pas la preuve blockchainisée pour NFT qui dit que c'est bien ce poisson qui a été pêché à tel endroit ou qui vient bien de tel élevage, eh ben, on n'achète plus de thon. Donc voilà, j'ai trouvé ça génial de me dire qu'aujourd'hui, comme je te le disais tout à l'heure, on a énormément de projets qui se lancent et on est vraiment en train de créer des outils pour offrir, pour s'affranchir du greenwashing. Et c'était aussi un des objectifs de TerraBio DAO au départ. Voilà, il y a énormément de choses, hein. Je vous invite, je vous mettrai les liens des différents articles que j'ai retrouvés. On pourra les mettre en description sur YouTube. Et puis sinon, vous les retrouverez tous, de toute façon, dans la partie débat écologie du Discord de TerraBio DAO. Voilà, une taxe sur le carbone. Enfin, il y a énormément de choses qui sont faites et qui vont dans ce sens-là. Je voulais vous parler un petit peu. D'ailleurs, la communauté, si vous avez des projets que je ne cite pas et qui parlent d'écologie ou qui sont impactants positivement pour la planète, n'hésitez pas aussi à nous en faire part et puis on ira voir un petit peu ce qu'ils font. Planet Watch, une catastrophe. Stark, est-ce que tu veux venir en parler? Parce que c'est un projet que je connais pas du tout. J'ai découvert ça par Elrond, justement, mais si tu veux venir prendre la parole à ce sujet, ça pourrait être cool. Voilà, je t'ai donné la parole. Non, non, si, c'est bon. De base, tout le monde est mute et puis on est obligé de vous donner la parole. Donc normalement, c'est bon, tu peux parler. Allô, allô? Bon, c'est le micro. Julien, est-ce que tu peux regarder pourquoi notre ami Stark n'arrive pas à discuter avec nous? Non, mais là, c'est son micro de ce côté, il n'y a pas de raison. Bon, ouais. Faut augmenter le son du micro ou parler plus fort. Écoutez, en attendant, il y a ClimaDAO. Je vous parle rapidement de ClimaDAO qui est Alors c'est une DAO qui veut faire de la finance décentralisée et une partie des frais sont reversés pour acheter des arbres aussi. Donc c'est un projet qui a déjà quelques années. Voilà. Dans les initiatives, qu'est-ce que j'ai vu d'autre encore? Il y en a énormément hein, qui soient directement dans le milieu de la blockchain et qu'ils aient un impact, ou qui ne soient pas forcément dans la blockchain. T'as entendu parler de Time for the Planet, qui est pas Web3, mais qui a un petit peu la même prétention. Enfin, TerraBio a plutôt la même prétention que Time for the Planet, c'est d'aller financer des projets qui sont impactants positivement sur l'environnement. Et typiquement, ce que fait Time for the Planet, c'est de dire il faut que vous séquestriez plus d'une certaine tonne, d'un certain tonnage de carbone pour qu'on puisse vous financer. Ils ne sont pas blockchainisés,
mais on peut aller postuler auprès d'eux. Donc vous pouvez devenir actionnaire. Donc c'est une association, hein, il y a une cotisation. Le reste, ça passe en don et vous devenez actionnaire. Donc vous pouvez voter pour les projets à financer, les auditer avec la communauté. Donc il y a un panel où tous les projets sont listés. D'ailleurs, TerraBio s'était proposé chez eux. On n'a pas eu encore beaucoup de retours, mais voilà. Donc il y a Time for the Planet et dans le milieu plus de la blockchain cette fois, dans les logos que vous pouvez voir, il y a Quertix qui veut faire un Nutri-Score mais sur la consommation sur Internet. Donc c'est un petit add-on qui existe déjà et qui est c'est un plugin que vous mettez sur votre navigateur et qui va vous dire bah, sur tel site, eux respectent leurs engagements en matière de RSE ou pas. En fait, ils viennent agréger tout un tas de labels déjà existants pour offrir de la visibilité Ok. aux consommateurs. Qu'est-ce qu'on avait d'autre? On a le... Alors attendez, j'avais pris des notes, je vais juste retrouver mes petites notes. Donc on a le SolarCoin, c'est une initiative américaine, celle-ci, qui a pour objectif de valoriser la production de l'énergie solaire et d'obtenir des moyens de financer des projets de transition énergétique. Donc pour chaque mégawattheure produit, les producteurs reçoivent un SolarCoin sur le portefeuille virtuel pour les inciter à Ok. miner encore plus. Qui ne figure pas là, on a l'EcoCoin. EcoCoin, c'est une monnaie qui gratifie les utilisateurs pour les bonnes actions en matière de développement durable. Donc à chaque fois que vos actions sont favorables pour l'environnement, vous pouvez prétendre à obtenir des EcoCoins. Donc pour ça, il faut que l'un de leurs partenaires, bah, par exemple, je fais mes courses dans un magasin bio, Biocop ou ouais Biocop qui est leur partenaire par exemple va dire ok ben, on atteste que un tel fait toutes ses courses chez nous, en tout cas il passe 3 fois par semaine et il dépense un ticket moyen de temps, et ben dans ce cadre-là toi tu es rémunéré en ayant de l'éco-coin. Donc c'est pour inciter de la consommation plus raisonnée. On avait Plastic Bank, un petit peu dans l'esprit d'Aquaverse, qui vise à réduire la pollution plastique des océans. Donc eux, ils ont mis en place un coin avec une valorisation du coin qui est supérieure au prix du plastique pour inciter les gens Ok. à leur revendre le plastique plutôt que... Donc ils sont financés aussi par des dons et des choses comme ça. Mais ils rachètent le plastique plus cher que ce qu'on ferait chez le recycleur du coin. Ok. Et donc bah, ça donne un intérêt supplémentaire à se diriger vers eux. Peercoin, on en a parlé tout à l'heure, donc une des premières crypto-monnaies en proof of stake, et le Faircoin que vous voyez là. Donc ça rassemble toutes les notions de développement durable autour d'une même monnaie. C'est adossé à une entreprise qui souhaite une meilleure distribution des richesses et améliorer les facteurs de liens sociaux grâce au Faircoin, tout en limitant l'impact énergétique généré par la création de cette monnaie. Donc, on voit qu'il y a énormément de projets qui se lancent un petit peu partout. Bon, on a mis Carbonable qui font du rachat d'empreintes carbone sur la blockchain Cosmos. T'as là le logo de TerraBio DAO, mais nous, on nous présente plus. Et puis Polkadot, pour ce qu'on a dit avant, qui est aujourd'hui la blockchain la moins consommatrice de carbone. Donc on voit qu'il y a énormément de choses qui existent. Par contre, à mon sens, c'est des projets qui sont pas assez valorisés. J'ai fait le tour de l'intégralité de ces projets, mais c'est vrai qu'il y en a pas un qui a réellement percé pour l'heure. Et bah, en tout cas, pas un qui avait mis la défense de l'environnement comme fer de lance, qui a qui a réussi à percer, à devenir leader dans l'écosystème crypto. Alors je me suis posé la question, et ça peut-être que vous aurez la réponse, est-ce que c'est du fait bah, qu'on soit majoritairement des investisseurs dans cet écosystème-là, des gens très capitalistes qui veulent avant tout du profit? Est-ce que c'est dû à une autre raison? Bah, ça je sais pas, si vous avez votre avis, n'hésitez pas à le donner. Et pour finir, j'aimerais juste parler, en attendant que quelqu'un se manifeste pour prendre la parole, j'aimerais finir par Blockchain for Good. Alors ça, c'est un site que j'ai beaucoup aimé, c'est une association où on s'est affilié à eux d'ailleurs, qui recense l'intégralité, alors non seulement des études qui ont attrait à l'énergie, à l'écologie et au Bitcoin. Donc eux, ils font un boulot de compilation, quoi, simplement. Ok. Ils vont reprendre tout ce qui est fait. Et en plus de ça, ils sont là pour promouvoir ces projets justement qui se veulent bienfaisants, en tout cas positivement impactants pour la planète. C'est un projet français et voilà.
voilà. Je vous invite à aller faire un tour sur leur site, c'est vraiment très, très, très bien ce qu'ils font. Allô, Voilà. allô? Je sais pas si vous m'entendez. Ouais, ah Stark, voilà, super, il va venir pouvoir nous parler de Planet Watch. Ah, Bien. Planet Watch, ça a été l'une de mes déceptions de l'année dernière. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ce que c'est? Parce que je t'avoue que j'ai vu le nom, mais j'avais jamais creusé le sujet. Pour faire grosso modo, Planet Watch, on peut investir dans des boîtiers donc, qui contrôlent la qualité d'air. Et du coup, on leur D'accord. transmet la data et eux revendent la data, Ok. tout ce qui est station météo, assurance, etc., etc. Et bien sûr, on est récompensé en token, leur token à eux, le Planet, en fonction de la data qu'on ramène. Et tu étais déçu à quel niveau? Au niveau pécunier parce que t'as pas eu le retour sur investissement que tu escomptais, ou c'est le projet qui ne sait pas, ils ont pas Bah, délivré le produit, C'est-à-dire à tous les niveaux, c'est-à-dire les décisions qui ont été prises au niveau de la direction, ils ont tué le projet. Et ils ont vraiment strictement carrément planté le projet, quoi. Pour donner une ordre d'idée, il y avait plusieurs types de boîtiers, donc les types 1, les types 2, les types 3, les types 4. Donc les plus abordables, c'était les types 4, c'est des boîtiers en intérieur. Et les Ouais. plus chers, c'est les types 1 qui se mettent en extérieur. Ok. À titre personnel, j'avais investi 4 types 1, donc en extérieur, et 2 types 4. Ok. Donc c'est des sociétés externes à eux, des prestataires qui choisissent et qui après, chez qui on achète, et après justement on achète une licence chez Planet Watch, et à partir de là, bah, on le met sur le réseau et on leur fournit les datas. Ok. Mais ils ont tué le projet en fait. Mais est-ce que tu as reçu tes boîtiers? Est-ce que c'est toi qui les installais ou non? Toi, tu fais de Oui, la oui, location? j'ai reçu mes boîtiers. J'ai les 4 qui sont positionnés un peu partout, et les 2 dans mes bureaux et l'autre ailleurs. D'accord. Mais ils ont tué le projet. Par exemple, faut donner un exemple. Vas-y, vas-y. Les types 4, donc ils ont 2 types de type 4. Bon, on va dire celui de base, le type 4, ça coûte pas cher, je crois, on l'avait acheté entre 200 et 300 $. Mhm. Entre-temps, le fournisseur, il a augmenté ses prix pour tous les nouveaux. Une fois comme moi j'ai reçu mes boîtiers, donc j'ai pu prendre des licences de type 4 pour les mettre sur le réseau. Mais tous ceux qui après ont acheté les boîtiers, ben ils pouvaient plus les mettre sur le réseau, vu que Planet Watch disait que concrètement, vous les avez achetés pour rien, nous on fournit plus de licences. Alors que les gens les ont achetés plus cher que le prix du début, Ouais. mais Planet Watch ne fournissait plus les licences par rapport à ça. Donc les gens déjà se sont retrouvés coincés par rapport à ça. Donc on était vraiment là sur un problème de l'ordre logistique et organisationnel de la société. C'est plus l'équipe qui a merdé que la techno en elle-même, si je comprends bien. Oui, 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 bien sûr, c'est l'équipe. Après, l'autre point, par exemple, là, mes boîtiers, les type 4, euh, ils ont fait n'importe quoi dans le sens où la société qui fabriquait les type 4 ne fournissait pas la data à Planet Watch. Du coup, Planet Watch ne pouvait pas nous payer parce qu'il disait on ne reçoit pas de data de chez vous. Donc, et ça, c'était pour tout le monde, tous ceux qui avaient les mêmes boîtiers. D'accord. Et en fait, de ce que j'ai pu comprendre, c'est toute une histoire de... La société, elle s'appelle Aware. Aware, elle dit, mais nous, c'est pas prévu dans notre contrat qu'on doit vous fournir la data, c'est pas à nous de payer ça. Et Planet Mhm. Watch, ben voilà, c'est pour une histoire de data, de transfert de data. Du coup, les gens se sont retrouvés à avoir des boîtiers, payer des licences, mais ne rien en avoir parce que c'était sauté là et l'autre, ils se tiraient chacun dans les pattes pour dire c'est qui va payer les transferts de data, etc. D'accord. Mais il te proposait combien en échange de ce boîtier, en échange de la data? Il s'était avancé sur des chiffres ou... Oui, oui, bien sûr, c'est prédéfini. Après, bien sûr, au bout d'un certain nombre, les rendements baissent. Il me semble que pour les types 4, c'était 23 planètes par jour. Et les types 1, on est à 133 planètes. Et Sach- le Planète valait combien à son À ATH? à l'époque, quand je suis rentré, le planète, il était à 18-19 centimes. On a fait un ATH à peu près à 38-40, il me semble, centimes. D'accord. Ok. Et bah, on voit le cours, à chaque mauvaise décision, le cours est chuté. Là, on est à peine à 2 centimes. Ok.
Ouais, non, ouais, bah, c'est super dommage, mais imagine le même type de technologie, mais non pas revendu à des sociétés centralisées, mais à une boîte comme Chainlink, qui est un agrégateur de données aussi. Ça pourrait être intéressant que Chainlink ait son propre réseau. Alors Chainlink, pour t'expliquer, c'est un oracle. Et le but d'un oracle, c'est d'aller rechercher de la data off-chain, donc qui n'est pas sur la blockchain. Typiquement, Chainlink, ça permet de mettre en place un... Tiens, ton père est assureur, il s'occupe des assurances grêle. Mmh. Bah, c'est l'exemple parfait. En fait, Chainlink pourrait avoir des boîtiers comme ça un petit peu partout et quantifier la grêle qui tombe à tel endroit où elle ne tombe pas. L'intégralité des agriculteurs vont mettre leur argent dans un smart contract et le smart contract va dire que s'il y a de la grêle sur la commune de Besançon, bah, on libère l'indemnité à l'intégralité des agriculteurs qui ont participé. Ok. Bien sûr, le problème, c'est que ces données de PlanetWatch, ce que je comprends, c'est que personne n'en veut. Et ils ils arrivent pas à les vendre. Personne n'en veut. Là, par exemple, ton exemple, ce sera pas avec les boîtiers PlanetWatch. Je crois, il y a Weather XM, je crois que ça s'appelle comme ça, Ouais. qui propose le même type de principe que PlanetWatch, mais eux, c'est des stations météo, où tu mets des boîtiers de stations météo, plus ou moins grands, et qui revendent la data de la météo. Mais ça, j'ai pas voulu rentrer dedans. Mais c'était dans ton cas, l'exemple que tu as donné, ça serait plus eux qui se rapprochent de ton Oui, exemple. enfin, aujourd'hui, dans l'oracle Chainlink, typiquement, ils vont voir AccuWeather, qui est Météo France, AccuWeather, et puis je sais pas, les trois quatre fournisseurs de données météo, et eux agrègent ces données. Mais AccuWeather, Météo France, c'est des organismes centralisés. Si demain on pouvait imaginer, encore une fois, moi je suis peut-être un peu utopiste, mais j'essaye d'imaginer l'application de la technologie dans un monde optimal, bah ça serait énorme d'avoir ce genre de données décentralisé, quoi, sans aucune entreprise derrière. Juste avec Ah, monsieur et madame tout le monde qui gagne un petit peu d'argent, comme voulait le faire Planet Watch, bah, dire bah, ok, tu as un investissement de départ de payer ton boîtier, mais sur le long terme, tu le rentabilises parce qu'on va te racheter ta data. Une Quoi. sorte d'assurance sans intermédiaire. Bah, là, c'est une assurance décentralisée, effectivement. Bah, ça peut exister, alors ça peut pas être fait pour toutes les assurances, bien que maintenant, parce qu'il y a des problématiques d'expertise, bien que j'ai vu qu'il y avait des solutions pour y répondre, mais typiquement, l'assurance pourrait demain être décentralisée. bien sûr, non, mais le PlanetWatch, le projet en soi, il est très bien. C'est juste la gestion de la direction, elle a été catastrophique. Comme je dis, c'était catastrophique. Ils n'ont pas pris en considération les gens qui ont investi chez eux. Ils ont pris en considération que leur propre poche. Bon, a priori, on a eu de l'espoir à un moment donné, vu qu'ils sont a priori en train de faire des partenariats avec la mairie de Miami, etc. Mais il n'y a rien, rien. Tu peux pas D'accord. construire un modèle économique si au bout du compte, la personne, elle achète un boîtier, mais elle ne pourra jamais l'amortir. Ouais, 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 c'est clair. Bah là, moi, j'ai retrouvé Planet Watch dans un partenariat Polygon qui a été donc Polygon Matic, qui a été publié il y a quelques jours, voire quelques semaines. Donc c'est assez récent. Donc peut-être que, ou alors avec des capitaux supérieurs, ou alors en étant racheté par une équipe dirigeante un petit peu plus carrée, peut-être que ça marchera. En tout cas, je te le souhaite, Stark. Ouais, je l'espère aussi. Je peux même pas vendre maintenant. Je me retrouve coincé vu que ça m'amortirait même pas un seul boîtier. Malgré que ça, là, j'ai quand même mes rewards de mes boîtiers des types 1 que j'ai acheté. Mais voilà. C'est, Ouais, t'es riche en monnaie de singe, quoi. ça fait du Upcoin. J'aurais préféré être riche en Upcoin. Ouais, mais bon, je comprends, je comprends. Yes. Bah, merci d'avoir pris la parole et de nous avoir expliqué un petit peu ce qu'était Planet Watch. Je connaissais pas du tout. Geoffrey, là-dedans, est-ce que il y a des choses Ah non, non, mais ces utilisations-là, je les trouve plus intéressantes, enfin très intéressantes. ouais. Parce elles sont concrètes en fait. Et il y a des vraies économies d'intermédiaires et donc de ressources. Je Là, pour pense le qu'à coup. terme, on y Donc, arrivera, quoi. donc là, Et c'est puis, très on rend le intéressant. pouvoir à la population, on rend le pouvoir au peuple. Et ça, c'est quand même la promesse de base de Bitcoin, quoi. Pas de Bitcoin. Quand je dis Bitcoin, encore une fois, je parle de la blockchain et des crypto-monnaies Ouais. en général. Mais Bitcoin, c'est le papa, quoi. Donc voilà. Yes. Bah écoutez, alors je sais pas, est-ce qu'il y a des gens qui veulent encore prendre la parole? Est-ce que vous voulez lancer un nouveau sujet de débat? Est-ce que vous voulez parler de quelque chose d'autre?
Sinon, bah, je pense que... Ah, je vois que Philippe est dans les starting blocks. J'ai décaloté là, ça y est. Ouais, salut Philippe, bienvenue. Bonsoir à tous, hein. Non, juste pour introduire, tu sais, il y a Blockchain Research Institute qui Ouais, existe, dont dedans tu as le fameux projet Carbonix, hein. ouais, Personal Carbon Trading Incorporation, qui permet par exemple de se pencher un peu sur la problématique de la mesure du carbone. Ça, c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est un élément qu'on attend plus ou moins tous, hein. On est assez alerte par rapport à ce qui se passe là-dessus. Et je pense que ça serait pas mal aussi derrière de se... Là, c'est la casquette universitaire, hein, qui revient sur la table, mais ça serait bien de se raccrocher également à des organismes du type Blockchain Research Institute, tu vois, dans le sens où on amène aussi une matière expérimentale sur la table avec le projet TerraBio-DAO. ouais. Et ça me semble intéressant de pouvoir confronter nos travaux avec parce que tu vois, par exemple, Carbonix, qui fait un peu des capteurs à chaussures pour les joggers et qui mesure la décarbonation sur un run ou une connerie comme ça. Enfin, je sais plus c'est quoi exactement leur projet. Mais typiquement, eux, ils agrègent de la donnée dans ce fameux Blockchain Research Institute. Ça serait pas mal que nous, à notre petite mesure, on puisse également se rencarder dessus. Et puis sinon, de façon plus générale, n'hésitez pas aussi, du point de vue documentaire et ressources, à jeter un petit coup d'œil à ce qui se passe de ce côté-là. Parce qu'on va dire que c'est un agrégat de recherche qui ont quand même, je dirais, une méthodologie académique. Donc ils ont, je dirais, une façon de sourcer et de rendre compte du corpus qui est dans la logique, acceptable et à peu près recevable du point de vue opérationnel, quoi. Tu vois, Ouais. c'est pas une tentative expérimentale privée. Ça s'inscrit quand même dans une espèce de, je dirais, de carcan universitaire qui, ouais, ça me semble être intéressant à connecter comme univers. Il y a énormément de choses, mais le problème de tous ces... Alors, est-ce que c'est dû à la jeunesse de l'écosystème? Mais il y a énormément de projets qui se lancent, d'initiatives super. Là, regardez, par exemple, à l'écran, je vous ai mis les accords crypto-climat, crypto-climate accord, qui font suite à la COP 21, c'est ça à Paris, hein, la COP 21. Ça a été un coup d'épée dans l'eau et je pense que ce site qui avait l'air très bien pareil, Non. il y a plein de... Bah, tu prends une courbe de l'émission de carbone, tu prends les différentes COP qu'il y a pu y avoir, à aucun moment tu peux dire ah bah là il y a eu une décision de prise. Ok, tout le monde se prend des bons engagements, mais on se serre la main, on rentre chez nous et puis on pollue tous pareil. Et puis on rentre en jet surtout. Donc voilà, pour l'instant, je pense qu'il y a je trouve qu'il y a énormément de choses, mais il n'y a pas encore d'émulation entre ces différents projets. Et je pense qu'il faudrait qu'ils s'offrent de la force en se mettant ensemble. Donc il y avait ça. Qu'est-ce que j'avais trouvé d'autre encore dans mes Le carbone recherches? sera peut-être un point de liaison, hein. C'est pour ça qu'effectivement, si demain on arrive à avoir vraiment une place centrale du carbone qui arrive à venir derrière mesurer les choses et nous permettre de nous brancher tous dessus, tu vas voir qu'on l'aura, ce ciment collectif là, fait qu'on ira tous plus ou moins dans la même direction avec des projets qui sont au final, je dirais, soudés par des valeurs communes, quoi, tu vois. Hmm. Il faut qu'on y arrive. Faut qu'on y arrive. Maintenant, faut que la mayonnaise prenne et puis qu'on arrive à tous se mettre ensemble pour faire quelque chose de bien et de grand, quoi. Pour Ah, bah, tu l'instant, sais. avec des initiatives de gauche à droite, il n'y a pas encore d'impact assez concret et mesurable à mon sens. Mais comme disait Galilée, hein, mesure ce qui est mesurable et puis rend mesurable ce qui peut l'être, quoi. Donc, à nous de jouer. À nous de jouer. Coupe tout là-dessus. Merci Philippe pour ce mot de la fin. Ah, je Ah, sais, attendez, j'aime on bien a passer une la question. crème, hein. Ouais, je vois ça. The Twitcher de gauche. Dès le départ, je vous suis sur ce live. Acceptez-vous les dons pour soutenir votre projet sur Twitch? Je ne peux pas répondre, je suis avec mon Bien compte. sûr, bien sûr. Alors,
Calmeuse, Philippe, calmeuse. Mmh. Effectivement, c'est une question qu'on s'est posée puisqu'on aura une forme associative, hein, l'association Terra Project qui détiendra la DAO de TerraBio DAO est en cours de création. Par la suite, il y aura également une SAS qui sera là pour notre aspect plus commercial avec le Launchpad, mais le label et la DAO seront sous forme associative. Donc, dans le cadre de l'association, il sera tout à fait possible de recevoir des dons. C'est pas encore possible aujourd'hui, mais à l'avenir, ça le sera. Sur les dons Parfait. Twitch en direct, on avait pris le parti au début parce qu'on n'était pas là pour faire du pognon, de pas accepter les dons et qu'on voulait pas passer par une société tierce. Donc, si un jour tu veux nous faire un don, ce sera avec grand plaisir, mais ce sera d'ici quelques jours, voire quelques semaines, et puis direct sur notre site. Donc, le Twitcher de gauche, n'hésite pas à venir sur notre Discord pour voir comment on avance. Il y a énormément de sur l'écologie. On a tous les 15 jours maintenant où on parle. Aujourd'hui, on a parlé un petit peu blockchain et on est parti un petit peu dans tous les sens. Mais les 2 premiers rendez-vous, c'était sur le carbone. Je peux déjà vous dire de programmer. Il va y avoir une consultante RSE qui va nous parler de qu'est-ce qu'est la RSE et comment elle audite les entreprises. On a également quelqu'un dans les tuyaux, c'est pas fait encore, mais un ingénieur de l'eau, spécialiste des rivières en Suisse et notamment ouais, des rivières. Il parlait énormément de tout ce qui était écrevisses et biodiversité dans les rivières, qui va nous parler de ça aussi et de quel est l'impact. Typiquement, moi j'avais tout un tas de questions à lui poser. Si demain on n'a plus de glaciers, est-ce qu'on va perdre nos rivières de montagne? Est-ce qu'on va perdre la biodiversité qui est liée? Il semblerait que oui. Donc il y a aussi des enjeux à ce niveau-là. Et puis on avait un apiculteur qui m'a pas redonné suite, mais voilà, on a fait une première interview par téléphone. Il devait peut-être venir. Après, il a du mal avec les outils informatiques, donc je sais pas si ça se fera réellement sur Discord et Twitch. Mais voilà, on va retourner dans la thématique de l'écologie très vite. Là, on est retourné un peu à nos premiers amours, à notre premier amour qui est la blockchain. Mais voilà, on retourne très très vite dans l'écologie parce que c'est le thème principal de ce format. Non, puis intéressant, Alix, c'est intéressant, c'est cool aussi à un moment donné de faire une photographie de ce qui se passe dans l'écosystème, tu vois, tout simplement, de faire des fois aussi un temps d'arrêt pour prendre de la distance avec notre propre projet, puis regarder ce qui se fait aussi ailleurs. Ça permet de s'arrêter et d'apprécier aussi les autres initiatives, voir ce qu'il y a de bon aussi. Donc non, c'est super, t'as bien géré, c'est cool. Bah merci. Alors après, ça a été préparé un petit peu rapidement. J'aurais aimé avoir plus de données. Si on refait ce genre de choses, d'ailleurs, n'hésitez pas vraiment à nous laisser des commentaires, si nous dire si cette forme, qui est plus une forme de débat où on fait intervenir et la team et la commu et où on fait monter les gens pour prendre la parole, échanger, débattre, si ça vous intéresse plus qu'une présentation un petit peu plus formelle. Voilà. En fait, ce rendez-vous, ce format, il est fait pour vous plaire, il est fait pour vous ressembler aussi. Donc, vos retours nous aideront grandement à nous améliorer. Et puis, en attendant, moi de mon côté, j'ai fait le tour. Bah, moi aussi. Et, de toute façon, c'était un débat que je connaissais moins, donc je t'ai plus laissé prendre le lead. Ouais. On Et n'a pas réussi à te convaincre encore. Va falloir qu'on creuse encore nos arguments pour. non, pas tout à fait. Je comprends l'intérêt de l'usage. Après, je pense que dans le système actuel, la problématique, c'est le système actuel qui fait que les choses s'ajoutent et pas se soustraient. Donc, moi, je crois en la technologie. Ouais. Je crois pas à l'utilisation de la technologie dans ce système-là. En tout cas, D'accord. au niveau carbone, hein, je parle. Ouais, ouais. Voilà. Mais bon, là, à part renverser la table, Ah bah, ça, c'est un autre. comme disait l'autre, camarade, faisons table rase, fous l'esclave debout. On va avoir un débat de 1 ou 2 semaines. Ouais, sur ouais. ces sujets-là. Bah, on va faire un 24 heures live non-stop à débattre philosophie, blockchain et écologie. Ça peut être drôle. Non, c'est un bon sujet de table ronde qui dure très longtemps. Ouais, c'est clair. Ah ouais, la blockchain et l'écologie, là, on n'a pas fini. Mais Nous, on était là pour ça, donc tant mieux, c'est bien. ouais, et puis ça crée du débat, donc c'est cool, c'est cool. Et puis c'est bien d'avoir des gens qui sont pas dans cet écosystème, qui nous mettent aussi un petit peu des baffes qu'on n'a pas l'habitude d'entendre, parce que c'est vrai qu'on évolue dans un monde de convaincus, donc ça pousse aussi
Mince, comment on appelle ça un biais de confirmation. Ouais. En fait, quand tu commences à regarder toujours lire les mêmes choses, et bah tu lis que des articles qui vont dans ton sens. Et même les algorithmes aujourd'hui, ils font que bah ils savent quel article vous lisez, donc ils vous soumettent toujours les mêmes, ils vous proposent les mêmes, et donc vous rentrez dans un tunnel. Dans un tunnel qui va toujours dans le même sens. Donc c'était super cool. Merci Geoffrey. On refera ça. Et merci à toute la communauté. Merci à vous d'avoir pris la parole, d'avoir donné votre temps, d'avoir été présent ce soir. Mettez un like, suivez-nous sur Twitch, sur YouTube quand la rediffusion sera là. Et puis j'ai envie de vous dire à très bientôt. À bientôt. À plus. Merci à tous, bonne soirée. Bonne soirée. Merci, bonne soirée.